Le communautarisme progresse-t-il en France? Quelles en sont les causes et comment lutter contre ce repli identitaire? Réponse avec l'ancien juge d'instruction antiterroriste Marc Trévidic, qui est l'invité du Grand Angle. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes magistrat, un des magistrats les plus connus en France. Après avoir été juge d'instruction et substitut du procureur dans les années 90, vous commencez à suivre les affaires de terrorisme au début des années 2000. Et puis en 2006, vous prenez en charge le pôle antiterrorisme du tribunal de grande instance de Paris. Vous serez juge antiterroriste pendant près de 10 ans et aujourd'hui vous êtes président de chambre à la cour d'appel de Versailles. Alors pour entrer dans le vif du sujet avec vous, diriez-vous que la France est toujours aujourd'hui sous la menace terroriste, moins, autant ou plus que les années précédentes? En fait, elle est toujours sous la menace terroriste, mais ce n'est pas la même. C'est vrai que pendant quelques temps, on est sans doute à l'abri des grosses opérations terroristes comme en 2015, puisqu'on n'a pas l'État islamique en tant que structure organisée face à nous. Mais on voit bien que tous les projets d'attentats et tous les attentats sont plutôt sur notre territoire par des gens qui y vivent, alors qu'on focalise beaucoup sur les retours, si vous voulez. On constate le contraire, toute la menace, tout ce qui se passe. Là, à Brest, comme on dit, c'est une menace endogène, quoi. Tout à fait, pour prendre ce terme. Qui est un terme de sociologue. De sociologue, mais donc voilà, et ça montre justement qu'il y a un problème de radicalisation dans notre pays, que la menace ne vient pas de l'extérieur, elle est maintenant bien comprise comme une menace intérieure. Vous diriez qu'en 20 ans, les polices et les justices françaises et européennes, elles ont fait des progrès dans cette lutte antiterroriste que vous avez, avec laquelle vous avez vécu pendant 10 ans? Vous avez parlé de mes débuts de l'antiterrorisme en 2000. Nous étions 4 au parquet antiterroriste. Il y en avait à 4, il y en a un qui faisait l'islam radical, c'était moi, et puis après c'est Corses et Basques pour les autres. 4, maintenant ils sont 26 au parquet national antiterroriste. Et c'est probablement pas suffisant. Je pense que c'est quand même un sacré effort qui a été fait. Et c'est pareil pour les services spécialisés de police. Donc maintenant, il y a une vraie structure très importante qui permet, qu'on a mis à niveau à cause de 2015, clairement, qui devrait permettre maintenant de faire face. Il y a un avant et un après 2015 en France, très clairement. Clairement. En France et en Europe d'ailleurs. Oui, en France et en Europe. Alors, vous avez créé en novembre dernier une chaîne YouTube, votre chaîne YouTube, sur l'antiterrorisme. C'est quoi? C'est faire de la pédagogie? À qui est-ce qu'elle s'adresse en priorité, cette chaîne dont on voit quelques images? Tous ceux qui sont intéressés par le sujet, qui ont envie d'approfondir. C'est pas le format d'ailleurs des vidéos vraiment très YouTube, parce que mon fils m'a expliqué ça doit être plus court. Oui, donc vous, c'est une dizaine de minutes, 10-15 minutes parfois. Oui, voilà, ça montre bien. Désolé, il y a des sujets, je ne peux pas traiter en 5 minutes. C'est vrai. Donc je les prépare, etc. Et c'est vraiment des vidéos thématiques, d'approfondissement, mais alors sans chercher la polémique du tout. C'est vraiment la prochaine, donc, qui va bientôt être mise en ligne, c'est sur le secret défense. Il y en aura une parce que c'est une question d'un youtubeur. Faut-il interdire le salafisme? Vous voyez, tout un programme. C'est à quelle fréquence c'est vos... Quand j'ai le temps. Entre les sessions d'assises, en fait. Voilà, vous avez déjà plusieurs milliers d'abonnés? Alors, il y en a 5600 là. D'accord. Ça monte tranquillement. Alors, on parle beaucoup en France en ce moment d'un danger communautariste, de ce qu'on appelle aussi un repli identitaire. Alors, le président Macron a même parlé hier soir d'un séparatisme. Est-ce que vous pensez aussi, comme lui, que le communautarisme est une réalité aujourd'hui qui progresse d'ailleurs en France? Alors, ça progresse, indiscutablement. Bon, moi, j'ai vu ça de l'intérieur à un moment donné où il y avait des mouvements partout en Europe. Il y avait Sharia for Great Britain, Sharia for Belgium, il y avait Force d'Analisa en France. Des gens qui venaient dire « Mais non, il faut que la Sharia soit appliquée en France. On ne va pas aller faire le djihad, etc. Après tout, on est français, on a le droit de faire appliquer la Sharia chez nous. » Donc, des gens qui demandent à ce qu'on leur fasse un statut à part. C'est ça, communautarisme. C'est que la communauté ethnique... Comment est-ce qu'on pourrait définir le communautarisme? Très simple, c'est que la communauté ethnique ou religieuse est plus importante que l'État dans lequel elle vit. Donc les règles de la communauté sont plus importantes que les règles de l'État. Et là, c'est directement contraire au principe de République une et indivisible. C'est bien tout le problème. Mais d'un autre côté, qui est dans la Constitution française. Voilà, de notre Constitution, clairement, comme la laïcité, des choses comme ça. Et l'égalité devant la loi. Et donc, ce problème, c'est que ça ne va pas du tout avec notre République comme on la conçoit. Mais de l'autre côté, il faut quand même leur donner des moyens d'expression. Pour qu'ils ne soient pas mis complètement à l'écart, qu'il n'y ait pas un repli communautaire, identitaire. C'est vraiment un énorme problème. On va parler tout de suite de la manière donc, de répondre à ce communautarisme. Et je vous propose d'abord d'écouter Emmanuel Macron qui parle du communautarisme en France. C'était le 19 novembre dernier. Il s'exprimait devant le Congrès des maires de France. On écoute. On parle du communautarisme qui s'est installé dans certains quartiers de la République. On parle
d'une sécession qui s'est parfois sournoisement installée parce que la République avait déserté ou n'avait pas tenu ses promesses. On parle de gens qui, au nom d'une religion, poursuivent un projet politique, celui d'un islam politique, qui veut faire sécession avec notre République. Là, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui. Oui, le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on en fasse quelque chose de ces gens qui n'ont pas envie du pacte social, égalité pour tous, les mêmes lois pour tous. Ils font quand même partie de la communauté française globalement. Ouais. Donc on est bien obligé de trouver des moyens pour discuter avec eux et eux des moyens pour s'exprimer selon les règles démocratiques. Alors comment est-ce qu'on pourrait, j'allais dire, organiser la communauté musulmane de France, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a le CRIF qui a organisé d'une certaine manière la communauté juive de France. Est-ce qu'il faudrait créer un pendant du CRIF? Alors il y a le Conseil français du culte musulman qui existe. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, qui est effectivement un échec. Moi, ce que j'ai vu du monde musulman en France et en Europe, c'est ce qu'ils appellent la fitna, la discorde entre musulmans. Alors, selon le pays d'où on vient, selon effectivement sa ligne idéologique, cultuelle, et puis il y a tous ceux qui, en plus, ne veulent faire partie de rien, qui sont, je dirais, un islam un peu révolutionnaire, et ce sont justement nos plus radicalisés. Donc, tout ça, comment on peut organiser tout ça? Dès que c'est officiel, aujourd'hui, il y a une partie de la communauté des jeunes musulmans radicalisés qui ne veulent pas en entendre parler. C'est là où ça devient très compliqué. C'est là où on a peut-être atteint un certain point de non-retour, puisqu'il y a un rejet de tout ce qui est organisé par l'État. C'est de la radicalisation, parfois. Avant, c'était la radicalisation non religieuse, maintenant elle est religieuse, mais il y a le même D'où est-ce qui vient cet islam politique en France? D'où vient ce fondamentalisme musulman? Bon, on connaît maintenant, avec le recul, qu'il y a eu, un travail important des frères musulmans, tout de même. C'est-à-dire l'idée que on va pouvoir, petit à petit... Les frères musulmans, on rappelle que c'est j'allais dire secte, mais c'est peut-être ça serait non, plus que ça. C'est un courant musulman qui est né en Égypte, voilà, qui prône l'islam politique. Oui, qui dit qu'on peut très bien essayer d'emporter, y compris en jouant le rôle des démocraties par les urnes, pour après instaurer le but suprême, c'est quand même la loi musulmane, la charia, clairement. Mais on le fait en douceur, pas par les armes, pas par la violence. Par la politique. Par la politique. Ouais. Et après, il y a les frères musulmans. Voilà. Et après, il y a les salafistes djihadistes qui disent non, on ne peut pas jouer le jeu des démocraties, c'est impie, on ne peut pas voter, donc il faut prendre les armes pour imposer par la violence. Voilà. Donc il y a deux façons. Mais ce qui est certain, c'est que les deux veulent aller au même but. Et où est-ce que vous placez, par exemple, l'influence de l'Arabie saoudite, du wahhabisme saoudien? Le wahhabisme découle du salafisme et wahhabisme. Ça vient d'une école, une des 4 écoles de l'islam, le hanbalisme, qui en fait veut une lecture fondamentaliste, littéraliste du Coran. Et ils sont pas... Ils ne prônent pas la violence, mais ils ont quand même une doctrine fondamentaliste de leur religion qu'ils veulent étendre sur l'ensemble de la... Mais pas de façon ni politique, je dirais, ni par la violence, mais plus culturelle, tout simplement. Ils veulent avoir une zone d'influence. Alors, on met des pétrodollars, on investit dans les mosquées, dans les programmes sociaux, on essaye vraiment d'avoir un impact maximum. Avec des moyens énormes. Avec des moyens énormes. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, cette influence d'un islam politique en France. Ça veut dire que les gouvernements, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, ou d'ailleurs, ont laissé faire pendant des décennies. C'est-à-dire que l'islam politique, c'est assez pernicieux. C'est-à-dire, c'est infiltrer la société, mais sans faire de heurts, sans mettre de bombes. Donc, ça passe plus en douceur. Et j'ai presque, je dirais presque, alors c'est un peu difficile de présenter des choses comme ça, mais que le fait qu'il y ait du terrorisme, ça nous a permis de voir à quel point la France était radicalisée, qu'il y avait un problème vraiment de communautarisme. Parce que c'est parce qu'il y a des attentats du terrorisme qu'on se pose la question aujourd'hui de comment on en est arrivé là. Et donc, quelque part, ils nous rendent service, entre guillemets, évidemment, il faut bien comprendre ma phrase, mais au moins maintenant, à cause des attentats, toute la société française se pose des questions fondamentales, justement, d'où nous vient cette radicalisation. Mais comment l'ancien juge antiterroriste, est-ce que vous faites un rapport, clairement, entre le terrorisme et le fondamentalisme musulman? On peut faire le lien entre les deux, en étant prudent? On peut faire le lien, pourquoi? Parce que d'abord... Il y a quand même pas mal de jeunes, et les jeunes, ils aiment l'action au bout d'un moment. Quand vous rêvez d'une société, l'islam véritable, etc., que vous n'arrivez pas à vos buts par la voie politique, vous avez tendance à en avoir un peu assez et à vouloir essayer autre chose. Et donc prendre les armes. C'est un peu comme le mouvement Tabligh, on fait du porte-à-porte. Voilà. Et puis on est apolitique, non violent. Et de ce mouvement, il y a pas mal de gens qui se sont tournés vers le salafisme djihadiste.
parce que ils sont impatients d'arriver à quelque chose. Donc il y a un lien. Les personnes très radicalisées qui sont convaincues que la société doit être comme ils la voient, avec l'islam véritable, ils peuvent être tentés d'utiliser la violence à un moment donné parce que ça ne va pas assez vite. Donc il y a un lien quand même. Les programmes de déradicalisation, vous y croyez? C'est efficace? C'est une réponse? C'est-à-dire, il faut tout essayer. On est dans une situation catastrophique. Enfin, ça, il faut être clair. Donc, il faut tout essayer. Il ne faut surtout pas avoir du mépris pour ces choses-là. On essaye, on piétine, ça ne marche pas, on revient en arrière, on fait descendre, on les ferme. Mais c'est mieux que de ne rien faire du tout. Ça marche sur ceux qui sont très faiblement radicalisés. Voilà. Donc, ce sera sûrement un combat de très long terme qui passera aussi par l'éducation. Bien sûr, mais pourquoi voulez-vous que ça a monté en puissance sur 30 ans, 40 ans? Il n'y a aucune raison que du jour au lendemain, on ait une solution. Voilà, c'est une histoire de courbe. Donc il va falloir se mettre à l'ouvrage et travailler sur ça pendant 30 ans. Ce qui veut dire que le fameux modèle d'intégration à la française dont on a beaucoup parlé, on nous a beaucoup, comment dirais-je, peut-être leurré d'ailleurs avec ça pendant des années, ça ne fonctionne pas, ou d'ailleurs ça n'a peut-être jamais vraiment fonctionné? Ça a fonctionné avec des pays et des gens qui avaient moins d'antagonisme, que ce soit colonial ou religieux, des choses qui heurtent plus, et notamment moins de communautarisme en eux. Puisque nous, on est un et indivisible, laïque et égalité devant la loi. Vous voyez, tout un programme. Bon, ça ne fonctionne pas. Manifestement, ça ne fonctionne plus. Mais ceci dit, les Anglais qui ont mis la carte du communautarisme, j'allais vous le dire. Mais ils ont autant de terrorisme. Voilà. Si le problème, c'est juste au niveau du terrorisme, ils sont à égalité avec nous. On a cru pendant tout un temps que le communautarisme anglo-saxon était la réponse, la solution. Mais pas au terrorisme. Oui, mais pas au terrorisme en tout cas. Parce qu'ils ont le même problème que nous. Les terroristes, eux, ils s'en moquent de la voie soft, de discuter avec les autorités. Non, ils veulent prendre le pouvoir par la violence, c'est tout. Alors encore une fois, il faut pas faire l'amalgame. Tous les musulmans ne sont pas des islamistes radicaux et tous les islamistes radicaux ne sont pas des terroristes. C'est pour ça que les Anglais, les Canadiens, ces pays-là admettent d'avoir des communautés, de discuter avec, de mettre des structures pour éviter les débordements, pour essayer de limiter justement la tendance des jeunes à aller vers une voie violente. Donc sur ça, ça a eu pendant un moment relativement du succès, mais on voit que même eux sont débordés. Donc les deux modèles sont débordés, si vous voulez. Merci beaucoup, Marc Trévidic. Je rappelle donc que vous avez été juge antiterroriste pendant une dizaine d'années à Paris, et avant cela d'ailleurs depuis le début des années 2000 en fait, et que vous êtes aujourd'hui président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Merci beaucoup d'avoir participé aux 64 minutes.